Donc effectivement, je vais faire un petit tour de nos activités de recherche sur les déchets marins au cèdre. Alors juste pour commencer, pour remettre le contexte pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, nous au départ, notre cœur de métier, ou en particulier nos sujets de recherche, c'était principalement de la recherche appliquée aux pollutions accidentelles des eaux. Alors ça peut être les eaux marines, mais également les eaux intérieures de surface. Et l'objectif étant d'apporter des connaissances dans un but opérationnel. Alors, des connaissances d'une part sur la réponse à apporter en temps de pollution et également sur les polluants. Alors, les connaissances qui peuvent concerner les polluants, ça va être le comportement en mer, son devenir, vieillissement et ses impacts sur le milieu, sur l'environnement. Et bien sûr, historiquement, nous avons essentiellement travaillé sur les hydrocarbures et les produits chimiques. Et j'ai mis d'ailleurs 2 petites photos ici d'accidents emblématiques qui ont marqué nos recherches, qui sont d'abord l'Amococadis, suite à l'accident auquel le cèdre a été créé, donc en 1979, et également le Yevolissund, donc c'est un chimiquet qui a coulé dans la Manche avec ses cuves pleines de styrène. Et là également, ça a initié un certain nombre de travaux sur les produits chimiques. Alors, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on a appris à faire, c'est travailler déjà à différentes échelles. Au laboratoire, à l'échelle pilote, grandeur nature, également dans le milieu naturel, toujours pour essayer d'apporter des réponses à des questions qui sont arrivées au cours d'accidents. Et également, nous avons appris à travailler dans différents environnements, puisque un accident, il peut arriver dans des pays chauds, tempérés, également au froid. Donc tout ça, ça a forgé, on va dire, notre activité de recherche. Donc ça, c'était la petite introduction. Maintenant, comme c'est la fin de la journée, que vous avez vu pas mal de présentations, je vous propose de faire un petit voyage en rade de Brest. Donc je vais vous emmener à la Pointe Bretagne, un petit coin de paradis. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Et du coup, je vais me baser sur un travail qu'on a fait en rade de Brest pour balayer un peu toutes les activités qu'on a en lien avec les déchets marins. Alors, pourquoi la rade de Brest? Bon, déjà, c'est chez nous, mais c'est également un lieu où il se déroule un certain nombre d'activités nautiques. Donc, vous voyez, par exemple, ici, les différentes activités qui peuvent exister dans notre rade de Brest. Également, une activité de pêche et d'aquaculture, de conchiliculture principalement. Des apports avec des rivières, donc des apports de bassins versants. Également, des plages, et avec ces plages, des déchets. Et donc, récemment, l'année dernière, en avril 2018, nous avons conduit une petite étude sur 36 plages et grèves de la rade de Brest, sur lequel nous avons appliqué le protocole OSPAR des CSMM. Et du coup, c'est à partir de cette étude que je vais utiliser comme fil conducteur pour vous présenter nos travaux. Alors, juste en quelques mots, cette étude nous a permis de ramasser 13 599 déchets, c'est pas négligeable, et donc on a observé une moyenne de 380 déchets sur 100 mètres. Alors allons-y sur la plage maintenant. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette plage? Eh bien, donc là, je ne vais rien vous apprendre, on en a déjà parlé aujourd'hui, mais on trouve surtout beaucoup de plastique. Donc voici un exemple de ce qu'on a pu ramasser sur une de nos plages. Et ici, donc, les résultats obtenus, Loïc vous a déjà montré le graphe précédemment, mais pour vous montrer la part du plastique dans les déchets ramassés. Donc en bleu, vous avez ici le pourcentage de plastique polystyrène, donc c'est les catégories OSPAR, donc qui ont été récupérés sur nos différents sites sur la rade de Brest. Donc beaucoup de plastique, et évidemment, c'est un sujet qui va nous intéresser au cèdre. Et on va donc chercher à mieux les connaître, ces plastiques, puisqu'il en existe beaucoup. C'est pourquoi nous allons travailler sur le développement de méthodes d'analyse qui vont permettre de nous aider à les identifier, ces polymères, ces plastiques. Donc on va travailler sur des méthodes d'analyse des polymères, développer des méthodes qui vont nous permettre, par exemple, d'identifier des polypropylènes, des polyéthylènes, des polyvinylchlorures, avec tout un tas de polymères. Et donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle la pyrolyse GCMS. Si vous avez ici, alors je suis désolée, c'est un nom un peu barbare, et également des schémas un peu barbares pour ceux qui ne sont pas habitués, mais vous avez ici par exemple le pyrogramme d'un polymère qui est le polyéthylène, et en fait il faut savoir que ce pyrogramme il est caractéristique de ce polymère. Donc grâce à notre outil, si on analyse un polymère et qu'on obtient ce pyrogramme, eh bien on va être sûr que c'est du polyéthylène. Vous avez ici en fait la caractéristique de ce polyéthylène qui a un enchaînement de petits triplets, comme ça, de pics, qui va nous permettre de dire que c'est du polyéthylène.
Voilà le premier travail. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait en collaboration avec un certain nombre de partenaires que j'ai cités à droite, pardon. Alors avec ces polymères, souvent, il y a un certain nombre de molécules qui sont ajoutées, qu'on appelle des additifs, qui vont servir à donner des propriétés. Donc ça peut être des plastifiants, des retardateurs de flamme, des anti-UV, antioxydants, etc. Et donc c'est également un sujet qui va nous intéresser, puisque sur les plastiques qu'on récupère dans l'environnement, on va essayer de chercher à savoir s'ils contiennent des polymères, des additifs, et si ces additifs sont susceptibles d'être relargués dans le milieu marin, que ce soit dans l'eau, dans le sédiment, ou alors être transférés vers des organismes. Et donc, on va travailler aussi sur le développement de méthodes d'analyse pour ces additifs dans différentes matrices. Et vous avez ici un exemple de ce qu'on peut obtenir avec les outils qu'on a donc chez nous, qui sont toutes liées en fait à... On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des GCMS, je n'avais pas précisé avant, qui sont des chromatographies gazeuses couplées à des spectromètres de masse. C'est des outils d'analyse. Pas besoin de savoir en détail comment ça fonctionne. En tout cas, ça permet d'identifier des molécules. Et vous avez ici, par exemple, le chromatogramme qu'on peut obtenir quand on analyse un échantillon qui contient des PBDE. Donc les PBDE, ce sont des additifs qui servent de retardateurs de flamme et donc qui sont utilisés dans un certain nombre de polymères. Donc ça, c'était pour le travail sur les plastiques. Donc, comme je vous ai dit, il en existe un certain nombre. Certains nombres qu'on n'est pas capable d'identifier visuellement. Par contre, quand on retourne sur notre plage, il y en a qui sont caractéristiques. C'est-à-dire visuellement, on est capable de les reconnaître. Et je parle en particulier du polystyrène expansé. Alors c'est bien puisque Maria a déjà fait l'introduction. Le polystyrène expansé, c'est effectivement un polymère qui est très utilisé puisqu'il a de nombreuses applications qui sont très diverses. Et il se trouve aussi que, du fait de ces nombreuses applications, on le retrouve assez souvent sur nos littoraux. Et donc, par exemple, ici, alors, la rade de Brest n'est peut-être pas la plage le site, la région pour lequel on retrouve le plus de polystyrène, mais voyez en tout cas que, ici, en bleu, ce sont les parts de polystyrène expansé sur les polymères, tous les plastiques qui sont récupérés sur nos sites. On peut voir que sur certains, ça dépasse les 50%, la moitié des plastiques qui sont récupérés. Du coup, on s'est intéressé à ces polystyrènes expansés. Bien sûr, dans le cadre du projet OceanWise. Et en particulier, dans le cadre de ce projet, on va essayer de comparer l'impact du polystyrène expansé et des solutions alternatives qui pourraient être proposées dans le cadre du projet. Alors, ce sont des travaux qui sont en cours. Je ne vais pas pouvoir vous présenter beaucoup de résultats, mais je vais quand même vous présenter la démarche que nous avons adoptée. Alors, en termes d'impact, on va surtout s'intéresser à tout ce qui est lié à la contamination, puisqu'on a d'autres partenaires qui vont s'intéresser plutôt à la dégradation, en particulier l'Université de Bretagne Sud, qui est partenaire du projet et qui travaille là-dessus. Donc nous, au CEDRE, sur la contamination, on va s'intéresser en particulier sur la présence d'additifs dans ces polystyrènes expansés. Et on a en particulier choisi 3 types de polystyrène qui sont liés à des activités différentes. Donc ils sont d'abord la caisse à poissons, donc une utilisation très proche de la mer, la barquette alimentaire qu'on retrouve, nous, lors de nos suivis, et l'isolant en bâtiment, qui certes, n'est pas du tout utilisé en mer, mais qui, en cas de travaux, peut se retrouver relargué dans l'environnement et finalement arriver dans le milieu marin. Donc, vous voyez des applications diverses et certains qui sont certains plastiques qui sont EPS qui sont à contact alimentaire, d'autres non. Et donc, on va s'intéresser à la présence d'additifs dans ces 3 EPS. On va également regarder s'il y a des polluants environnementaux qui pourraient venir s'absorber, se coller sur ces polystyrènes une fois qu'ils sont dans le milieu marin. Alors d'abord, tout ça, on va le faire en bécher, dans notre laboratoire, et ensuite, on va les regarder dans le milieu marin en mettant à vieillir des petits bouts de polystyrène dans différents environnements. Alors en particulier, par exemple, dans la marina du château à Brest, donc dans un milieu portuaire, on va les regarder si nos polystyrènes vont se contaminer et ensuite présenter des concentrations qui pourraient présenter un risque pour le milieu marin. Et ensuite, on va les regarder, ce risque pour les organismes marins. Et en particulier, on va les regarder éventuels transferts de contaminants, alors que ce soit additifs ou polluants absorbés vers des organismes, et la toxicité éventuelle qu'il pourrait y avoir sur nos organismes. Toujours en comparant nos 3 polystyrènes
sélectionner et également en ajoutant au fur et à mesure du projet les éventuels produits alternatifs qui vont être proposés. Donc en particulier, actuellement, nous travaillons sur un PLA, donc ça c'est un biopolymère expansé, qui est comparé aux 3 autres polystyrènes expansés que nous avons sélectionnés. Et donc nous allons travailler en particulier donc, sur des bactéries, microalgues, copépodes, donc ça ce sont des petits zooplanctons, des organismes filtreurs, probablement des huîtres, et des poissons. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des travaux qui sont en cours ou à venir, puisque le projet est commencé depuis 1 an. Et donc, les résultats seront pour le prochain épisode. Mais il y a quand même d'autres. Là, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de travaux en cours, je n'avais pas beaucoup de résultats à présenter. Par contre, il y a un autre déchet qui est dans notre collimateur et pour lequel on commence à avoir un peu plus de résultats, c'est le mégot. Donc, on en a parlé quand même pas mal aujourd'hui. Et donc, ce mégot, je pense que vous en avez déjà tous vu, alors que ce soit dans la rue et sur les plages. Effectivement, c'est un déchet qui est très courant. Alors là, je vous ramène sur nos sites de la rade de Brest. Et juste pour vous montrer que même au mois d'avril, donc pas en pleine saison touristique, et même en rade de Brest, donc qui n'est peut-être pas la région la plus touristique de France, eh bien, sur plus de la moitié de nos sites, on observe des mégots. C'est pourquoi on va s'y intéresser donc dans le cadre du projet Clean Atlantic, et en particulier, on va aller regarder son impact sur le milieu marin. Alors, travailler sur le mégot, c'est bien, mais la première chose qu'il faut faire, c'est savoir sur quel mégot on travaille, puisqu'il faut savoir qu'il existe un certain nombre de marques de cigarettes. Il existe aussi un nombre incalculable de fumeurs. Un fumeur égale une façon de fumer. Donc nous, l'approche que nous avons choisie, c'est de fumer artificiellement nos mégots et de choisir 3 marques différentes et d'aller donc fumer industriellement plein de mégots pour pouvoir faire nos expérimentations. Donc on a développé pour ça donc une machine à fumer. Vous voyez, assez simple, avec une pompe. Vous avez ici la machine en action, où on fume des cigarettes 8 par 8. C'est efficace. Et donc, pour ça, en fait, on suit... Alors, on n'a rien inventé, hein, notre fumage est quelque chose quand même de très scientifique, c'est-à-dire qu'on va suivre une norme ISO qui nous dit qu'il faut il faut fumer une cigarette en aspirant 2 secondes 15 millilitres d'air, puis ensuite en laissant se consumer tranquillement pendant 1 minute la cigarette, et comme ça, répéter l'opération jusqu'à faire 8 bouffées, et ainsi fumer l'ensemble de la cigarette. Donc on applique ça avec notre petite pompe, et ça nous permet comme ça de fumer nos cigarettes, et ceci sur nos 3 marques. Donc vous voyez, on voit bien la différence entre nos marques, que je ne citerai pas. On peut voir que l'effet de notre protocole de fumage est différent, en tout cas en termes de coloration. Allons voir maintenant un peu ce qu'il advient du mégot une fois qu'il est dans le milieu marin. Alors la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va devenir une fois dans l'eau, par exemple. Eh bien, il s'avère que le mégot, il est fait d'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose, c'est un polymère qui est plus dense que l'eau. Donc, une fois que le mégot est chargé d'eau, il est censé couler au fond. On va donc s'intéresser à la vitesse de chute de ce mégot une fois dans l'eau. Et pour ça, on va utiliser nos outils, en particulier notre colonne d'expérimentation, qui va nous permettre de calculer la vitesse de chute. Alors, on a calculé, par exemple, qu'il fallait un peu plus de 3 minutes à un mégot pour descendre à 10 mètres de profondeur. Alors, certes, il coule, mais si on utilise notre canal à houle, alors qu'on appelle le polydrome, donc ça nous permet de recréer un environnement marin en mettant de la houle, du courant, également du vent, et bien on se rend compte que le mégot est quand même capable de se déplacer avec le courant. Vous avez ici la vitesse de déplacement du mégot en fonction du courant. Donc, bien qu'il coule, il peut quand même se disperser dans l'environnement marin. Donc ça, c'est pour le comportement. Maintenant, allons voir ce qu'il advient de sa contamination, parce qu'on sait bien que le filtre, il a été créé pour filtrer la fumée. Donc, il est bien censé récupérer des contaminants. Donc, on va s'intéresser justement à cette contamination et surtout à la décontamination une fois que ce mégot il est dans le milieu marin. Alors, pour cela, on a sélectionné un certain nombre de molécules sur la base de la littérature et de nos analyses, des molécules qui sont toxiques et ou solubles dans l'eau, donc susceptibles d'être transférées dans le milieu marin. Et on va donc développer des méthodes d'analyse. On est en train de développer des méthodes d'analyse pour ces molécules
Et ensuite, on va aller regarder le transfert de ces molécules dans le sédiment et dans l'eau. Alors là, regardez par exemple ici, on s'est amusé à étudier. On a mis un mégot en fait devant des caméras ultra rapides qui fonctionnent par ombroscopie et qui sont d'habitude utilisées pour étudier la dissolution d'un produit dans l'eau de mer. Et si on regarde donc nos mégots avec nos caméras ultra rapides, on se rend compte qu'il semble qu'il y ait quelque chose qui se diffuse de ce mégot. Et donc, clairement, ici, on va essayer de regarder ensuite, avec nos méthodes d'analyse, savoir ce qui sort de ce mégot de cigarette. Et clairement, il y a quelque chose qui sort, puisque lorsqu'on met des mégots dans des béchères, donc ici, il n'y a pas de mégots, ici, vous en avez 4, ici 8, et ici 12. Vous voyez clairement la coloration de l'eau avec la concentration mégot. Donc, il y a un transfert de molécules dans l'eau, de molécules susceptibles, qui sont susceptibles d'être toxiques pour le milieu marin. Donc ça va être ensuite la question que nous allons nous poser. Est-ce que ces contaminants sont susceptibles d'être accumulés par ces organismes et est-ce qu'ils sont susceptibles d'être toxiques vis-à-vis de ces organismes? Alors, comme je vous ai dit, le mégot, on a vu qu'il était capable de relarguer des contaminants dans l'eau. Donc, il est susceptible d'impacter les organismes filtreurs. Donc, on va faire tout un travail sur les organismes filtreurs, en particulier les huîtres. Alors ça, c'est des travaux qui sont en préparation. Donc, les résultats seront connus au prochain épisode. Par contre, on a vu que le mégot, il était aussi susceptible de couler et donc d'être en contact avec le sédiment et de contaminer ce sédiment. Donc, on a réalisé très récemment une étude sur un organisme fouisseur, un petit crustacé qui s'appelle l'amphipode Corophium marinarium, qu'on a exposé en fait à du sédiment contaminé par de la poudre de mégot de cigarette. Et on a regardé de quelle façon il impactait donc, ce petit amphipode. Vous avez ici des exemples, enfin une petite photo d'amphipode. Vous avez ici la femelle, ici le mâle. Donc ça fait quelques millimètres, hein, c'est pas très grand. Et ici notre dispositif expérimental avec nos différentes conditions. Et voici sur la droite les résultats que l'on a obtenus après 10 jours d'exposition. Où là, on a choisi de... Alors, c'est pour des raisons pratiques hein, et d'expérimentation, de design expérimental. On a choisi d'exposer nos petits organismes à une concentration de 1,21 mégots par kilogramme de sédiments secs. Et vous avez ici les résultats pour notre contrôle. Alors, vous voyez une mortalité très faible pour les contrôles. Et ici, les résultats obtenus pour nos 3 marques qui croient en fonction des marques. Alors bien sûr, là, je les ai rangées dans l'ordre qui m'arrangeait, hein, mais avec, finalement, j'aurais pu rajouter les photos que j'avais mises sur la première diapo. En fait, on voit une augmentation de la toxicité avec la coloration du mégot. Et bien sûr, coloration qui est liée en fait à la charge en contaminant dans nos mégots de cigarettes. Et juste pour bien appuyer sur ces résultats, on parle ici de 1,21 mégots par kilogramme de sédiments secs. Donc c'est vraiment quand même, c'est peu. Hein. Vous voyez, 1 kg de sédiment, c'est quand même pas un gros volume. Un mégot, un peu plus de 1 mégot. Et vous avez ici, pour cette marque-là, plus de 80% de mortalité des organismes. Donc ces travaux seront bien sûr complétés par d'autres sur d'autres espèces. Et donc on a parlé de comportement, on a parlé de toxicité, de contamination. Se pose également la question de la dégradation dans le milieu marin. Donc on a vu que le mégot était susceptible de couler au fond. Est-ce qu'une fois au fond, ce mégot est susceptible de se dégrader? Donc ça, c'est quelque chose que l'on va étudier. Pour cela, on a créé des cages en inox, dans lesquelles nous allons mettre des petites poches qui vont renfermer un certain nombre de mégots que nous allons ensuite immerger sur 2 sites. Donc d'une part à la marina du château, donc à Brest, et également dans notre bassin sur notre site expérimental, et donc ça pour une durée de 1 à 2 ans pour étudier donc la dégradation de nos mégots en conditions naturelles. Et comme le mégot, il est susceptible de couler une fois qu'il est dans l'eau, mais il est aussi très présent sur les plages, nous allons faire la même expérience sur notre plage artificielle, donc, toujours sur notre site expérimental, avec nos 3 marques de mégots que nous avons mis, comme vous pouvez le constater ici. Alors nous avons marqué nos petits mégots avec des bagues à pigeons. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour les numéroter. Et donc ils sont partis, enfin ils sont laissés là avec des prélèvements réguliers et pour une période de 1 à 2 ans.
Donc j'ai parlé de polystyrène, j'ai parlé de mégots de cigarettes. Alors c'est vrai que j'ai fait des focus sur des déchets bien particuliers, mais si on retourne sur nos plages, on se rend compte, et ça Loïc en a déjà parlé, qu'il y a quelque chose qu'on retrouve énormément. Ce sont les fragments de plastique. Ça, il y en a beaucoup. Effectivement, une fois que le plastique est dans le milieu marin, il est soumis à un certain nombre de conditions qui fait qu'il se fragmente. Il se fragmente énormément. Vous avez ici, sur ce schéma, ce qu'on a observé dans notre étude dans la rade de Brest. Vous avez en bleu plus foncé, là, les objets en plastique qui sont entiers. En bleu un peu plus clair, ceux qui sont fragmentés mais toujours identifiables. C'est-à-dire que vous êtes capable, c'est un morceau de bouteille d'eau, mais vous êtes capable de dire que c'est une bouteille d'eau. Et ici, en bleu-vert, ceux qui sont tellement fragmentés qu'ils ne sont plus identifiables. Et vous voyez que sur certains sites, ça commence à être des proportions importantes. Et si on fait la somme des matériaux fragmentés non identifiables et ceux identifiables, clairement, on a une majorité de nos plastiques. Donc, on va s'intéresser à cette dégradation des plastiques. Et plus il se dégrade, le plastique, plus il va devenir petit. Et donc, on va arriver à un stade où on va commencer à parler de microplastiques. Et donc, ces microplastiques, ils vont nous intéresser, alors au même titre que les plastiques, puisque eux aussi, donc, ils vont contenir des potentiels additifs où ils vont être susceptibles de se contaminer avec des polluants environnementaux, hydrocarbures, pesticides. Mais également, du fait de leur petite taille, ils peuvent avoir un comportement ou des impacts qui leur sont spécifiques. Et donc, on va également travailler sur ces aspects-là. Alors, d'une part, sur le comportement, alors en collaboration avec plusieurs organismes, on a développé, par exemple, ici, un outil, une petite colonne qui a pour objectif d'étudier l'agrégation des microplastiques avec de la matière en suspension, alors que ce soit des microalgues ou du sédiment. Et on a également conduit une expérimentation où nous avons étudié l'ingestion de microplastiques contenant un additif sur le bar commun dans le but d'étudier, donc d'une part, les effets et également le transfert de l'additif chez le poisson. Donc j'ai parlé des plastiques, d'un certain nombre d'objets observables, de la fragmentation. Mais si on retourne sur nos plages, on voit qu'il y a certains items qui ne sont pas juste du plastique. Il y a également, certains objets, il y a également de la vie dessus. Vous avez ici, par exemple, une bouteille de vin avec des anatifs, également un morceau de polystyrène avec des anatifs, ou encore ici des algues avec des balanes. Et se pose donc la question du risque de colonisation par des espèces non indigènes en présence de plastique. Alors, si on retourne dans notre rade de Brest, eh bien, notre étude, alors bien sûr à prendre avec des pincettes, montre que, en fait, on retrouve assez peu de déchets sur lesquels il y a de la faune fixée. On n'en a retrouvé que 5 sur nos plus de 13 000 déchets collectés. Et encore, parler d'espèces non indigènes est un peu abusif puisqu'on retrouve entre autres des huîtres creuses, des balanes bien de chez nous, encore une huître. Et là, pour la natif, se pose la question. Ça nécessiterait une identification taxonomique plus poussée. Enfin, en tout cas, à la période de l'étude, on a observé une faible présence de faune fixée sur nos macrodéchets. Je n'irai pas répondre à la question du risque de colonisation en rade de Brest, mais en tout cas, peu d'espèces, peu de macrodéchets sur lesquels on observe de la faune fixée. Mais maintenant, on se pose la question d'autres zones. Est-ce que ce risque ne serait pas présent si on part sur des îles reculées, sanctuaires de biodiversité, comme par exemple, il en existe dans l'océan Indien. Alors, je parle ici des terres australes et antarctiques françaises, donc ce sont des terres françaises, et donc, qui sont inhabitées, et sur lesquelles, très prochainement, nous allons partir en collaboration avec un certain nombre de partenaires pour caractériser la pollution par les plastiques. Alors, sur le littoral, pour notre part, nos partenaires travailleront à l'évaluation de la pollution par les plastiques en mer. Et donc, nous allons nous intéresser aux macroplastiques et microplastiques sur le littoral donc des 5 îles éparses. Bon, en réalité 4, puisque celle-ci ne découvre qu'à marée basse. Donc, on ne trouvera pas de déchets, ou en tout cas pas d'accumulation. Et sur ces macroplastiques, nous irons, ou en tout cas pour les macroplastiques, et l'étude se fera aussi, mais là, pas par nous, sur les macroplastiques, nous nous attacherons à évaluer la présence de macrofaune fixée et nous essaierons de se poser la question du risque de colonisation par des espèces non indigènes dans ces îles sanctuaires.
Bien sûr, tout ce travail a été réalisé grâce à l'aide d'un certain nombre de personnes, donc tous mes collègues, les étudiants, également tous les partenaires qu'il me faut remercier. Et bien sûr, je vous remercie, vous, et je peux répondre à toutes vos questions. Merci.